Radio Arson, une série de podcasts proposés par la bibliothèque de la Villa Arson. Bonjour Marwena. Bonjour Christophe. Comment vas-tu? Ça va. Ça va. Alors, je suis extrêmement heureux d'être avec toi cet après-midi. Oui. Parce que tu es donc parmi nous à la Villa Arson depuis environ 4 ans, par intermittence. Mais je trouve j'ai l'impression de ne pas avoir assez souvent parlé avec toi, parce qu'à chaque fois qu'on l'a fait, c'était toujours non seulement très agréable, mais très éclairant. Donc je suis ravi d'avoir ce moment avec toi dans cette pièce tranquille et insonorisée. Et le sujet que je t'ai proposé, c'est de parler du doctorat en art, puisque tu étais à la Villa Arson comme doctorante. Donc de parler par ton prisme, par ton expérience de qu'est-ce que c'est qu'un doctorat en art, qu'est-ce que c'est que la recherche en art, et qui est un sujet qui nous rassemble en quelque sorte, puisque je suis moi aussi dans un cursus de doctorat en art dans une discipline différente et dans des conditions différentes, mais ça va forcément peut-être un peu aussi colorer mes questions. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, aussi rappeler qu'actuellement à la Villa Arson se déroulent 2 expositions dont tu as assuré le commissariat, le co-commissariat. Une exposition monographique de l'artiste Daniel Braithwaite-Shirley et une exposition collective très riche, très excitante, qui s'appelle To the Fire Next Time, donc en référence au classique de James Baldwin. Puis co-curaté avec Rosanna Puyol, grande amie et éditrice et poétesse par ailleurs, carrément, avec l'aide aussi de Daisy Lambert et Noémie Pyrrhus-Acide. Voilà. Donc la première perche que j'avais envie de te tendre, c'était autour des questions de terminologie sur ces doctorats en art. Donc il y aurait 2 manières de te poser la question. Il y aurait une première qui serait de te demander comment tu te présentais pendant ces années, quand les gens te demandaient ce que tu faisais, notamment des personnes éloignées du microcosme de l'art contemporain. Est-ce que tu te disais que tu étais doctorante avec les représentations et les attentes qu'on peut avoir, ou est-ce que tu disais plutôt que tu étais artiste ou chercheuse, ou voilà, comment t'expliquer ta situation? Et il y aurait une autre manière, ce serait de partir de l'intitulé tel qu'il est utilisé à la Villa Arson. Je suis même pas sûr que c'était déjà cet intitulé il y a plus de 4 ans quand tu as déposé ton dossier de candidature. Actuellement, on parle de doctorat par le projet en art, ce qui est déjà une manière d'articuler un certain parti pris. On croit comprendre qu'il ne va pas s'agir de faire de la recherche sur un sujet et puis parallèlement de faire de la création sur le même sujet, mais de faire de la recherche par la création. Et donc ce qui soulève une question, c'est qu'est-ce que c'est que la recherche par la création? Est-ce que c'est vraiment différent de la création tout court? Et si oui, de quelle manière? Ok. Alors, de manière assez simple, en tout cas pour répondre à ta première question, et de manière générale, je pense même en dehors ou en amont du doctorat, j'ai toujours une manière très opportuniste de me présenter, parce que c'est une bonne chose, mais aussi ça vient avec son lot de complications. Je fais plein de choses, et même ma trajectoire et la manière dont j'arrive in fine à ce doctorat, elle a été parsemée de plein d'expériences assez différentes, et généralement c'est aussi des effets de génération, mais je me méfie toujours à la question de « qu'est-ce que tu fais ?» Et j'essaye toujours de parler plutôt de choses précises ou pratiques. Et donc, quand le doctorat et ce projet de recherche m'emmenaient à faire du film, voilà, j'avais plutôt tendance à dire « en ce moment, je fais un film ». Mais je dirais quand même que de manière générale, je suis arrivée avec ce doctorat, même si maintenant, un peu à la fin, les choses rechangent à nouveau, en essayant de tenir aussi à ce terme de curatrice. Et voilà, et pour moi, ma démarche aussi doctorale était aussi d'explorer ce que c'était que la curation, qu'on appelle aussi le commissariat d'exposition, mais aussi avec un parti pris de ma part de me présenter plutôt à partir de cette terminologie. Tu fais une nuance entre les deux? Ouais, je fais une nuance entre les deux parce que le terme de curateur ou de curatrice vient du curator
anglais ou anglo-saxon, là où le commissariat est plutôt d'usage dans les espaces francophones. Mais pour moi, immédiatement, il y a aussi des jeux d'étymologie. Et le commissariat me ramène, au-delà de la police, me ramène quand même à quelque chose de l'ordre de la conservation, à quelque chose aussi de l'institution, dans ce cas-là aussi, d'une sauvegarde patrimoniale, d'une histoire de l'art déjà inscrite, là où ma démarche, de toute façon, de recherche, s'intéresse toujours à des trajectoires minoritaires, à des trajectoires aussi de révolution, à des trajectoires moins canoniques, moins hégémoniques. Et du coup, une préférence pour ce terme de curation qui va chercher aussi dans l'étymologie du soin et du curare et du prendre soin à la fois des personnes invitées, mais aussi des objets, des histoires qu'on raconte autour. Donc oui, pour moi, c'était quand même, c'est assez important de faire cette différence, mais à chaque fois d'essayer, de devoir l'expliquer, parce que effectivement, quand on parle de curation dans des espaces moins proches de l'art, on ne sait pas forcément ce que c'est. Et du coup, vraiment de m'amuser aussi avec ça et d'en faire toujours des petits moments un peu pédagogiques et d'échange, quoi. Donc voilà. Et en même temps, ce qui est rigolo aussi vis-à-vis de cette question un peu de la nomination, c'est qu'en arrivant dans un contexte d'école d'art, je me suis découverte artiste. Pas tant moi, par choix, c'est un terme dont je continue un peu à me... il y a une certaine distance que j'essaye quand même de mettre, même si j'ai une pratique artistique, mais ce terme d'artiste, pour moi, recouvre un certain nombre de réalités qui ne sont pas les miennes. Mais tout d'un coup, vu que j'étais à la Villa Arson, forcément, j'étais une artiste. Et je sais que les premières années, ça a été quelque chose d'un peu... je disais, non, mais moi, je suis curatrice, je suis pas artiste. Et c'était hyper important pour moi de défendre ça. Là où aujourd'hui, je rebascule encore vers quelque chose où, je pense que j'assume vraiment l'éclectisme un peu d'un parcours. Je me dis, je fais de la recherche, j'ai une pratique artistique et curatoriale, et que les trois s'entremêlent. J'ai aussi une pratique ou un engagement activiste. Enfin, voilà. Donc, j'espère que ça répond un peu à cette première question. Et la seconde, concernant l'intitulé, en réalité, quand j'ai postulé en 2019, l'intitulé était doctorat en art, mais dans la description, on parlait effectivement de recherche-création et de cette dimension un peu par le projet. Donc si, c'était quand même quelque chose qui arrivait. Ensuite, la différence entre ce que c'est que de la recherche tout court, ce que c'est que de la création tout court, ce que c'est que de la recherche-création. Intuitivement, je te dirais que concrètement, il n'y a pas de différence. La recherche emmène toujours à une part d'inventivité. La création suppose toujours, à la fois de la référence, mais aussi une articulation de pensée qui va être plutôt intellectuelle, entre guillemets. Et puis en fonction du médium, donc de la pratique, du domaine dans lequel on travaille, les choses n'arrêtent pas de se mélanger. Mais pour moi, c'est aussi beaucoup en lien aux structures en fait d'accueil. Donc c'est des choses qui sont toujours qui dépendent beaucoup de l'endroit à partir duquel ou depuis lequel tu te retrouves engagé à faire ou de la recherche ou de la création ou de la recherche-création. Et c'est un peu des guerres de chapelle. L'université s'est construite sur un modèle intellectuel strict, entre guillemets, qui passe vraiment par l'écrit, qui passe aussi par cet objet qui est celui de la thèse, qu'on imagine toujours très lourde, avec une espèce de rame de papier, une espèce de Graal pour les chercheuses. Et d'un autre côté, on a aussi cet imaginaire de la création artistique en plus, qui a une espèce de rapport formel, qui serait intuitif, avec une espèce de vision un peu passée aussi de l'inspiration des muses, très patriarcale par ailleurs. Mais donc c'est aussi beaucoup des effets de représentation, des effets de codification et des manières aussi qu'ont ces institutions concurrentes ou mises en concurrence de créer des limites
pour justifier, in fine, aussi de financement, de reconnaissance aux échelles internationales ou étatiques, etc., etc. Mais dans le processus concret, je vois pas la différence. À nouveau, je pense que j'ai une démarche très opportuniste. Et si je suis... Non, mais j'assume aussi vraiment l'opportunisme, a fortiori depuis une perspective minoritaire, comme un outil politique. Donc oui, en fait, si je me retrouve entourée de personnes qui viennent de l'art contemporain, non mais moi je suis doctorante, n'oublions pas que j'ai un parcours de philosophie, blablabli, blablablu. Et en fait, si je suis avec des universitaires, je dis non mais moi je suis grave artiste, non. Et je vais aussi adapter mon discours, je vais aussi adapter ma manière de parler, avec aussi des coups que je me reçois, avec un certain nombre d'expériences un peu humiliantes dans des espaces universitaires où tout d'un coup on se dit non mais c'est pas de la recherche, il est où votre méthodologie de démonstration, mais on comprend rien aux références, gna 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 gna. Et à l'inverse aussi du point de vue des artistes qui vont dans une espèce de peur ou d'appréhension de l'intellectualisme, de se dire non mais il faut arrêter. Parce qu'en plus, ça, on en parlait hier, notamment avec des étudiants de la Villa et Rosanna. Aussi cette idée que pour beaucoup, pour une certaine partie du corps professoral enseignant en école d'art, d'une certaine génération, généralement des hommes blancs, cis, hétérosexuels, plus ou moins bourgeois, il va aussi y avoir cette méfiance de l'intellectualisme comme un vecteur politique. Donc, intellectualisme égale féminisme, égale antiracisme, égale question autour de la transidentité et de la queerness. Du coup, on n'en veut pas. Alors que si on pense intellectualisme, je sais pas, la question conceptuelle, tout d'un coup, c'est OK, quoi. Ouais, il y a aussi ces effets de génération, d'engagement, etc. C'est drôle parce que là, dans la petite scénette que tu viens de me jouer avec Mawena parmi les universitaires et Mawena parmi les artistes, ça me fait penser à une référence qui appartient plutôt à mon corpus. Ça me fait penser à Xenakis, Yanis Xenakis, qui est un compositeur d'origine grecque qui a été très important dans la musique de la deuxième moitié du XXe. Et dont Pierre Boulez disait un jour dans un entretien, donc il était compositeur, mais il était architecte aussi, il était très féru de mathématiques, et donc Boulez disait, oui, Xenakis, c'est trop facile, quand il s'adresse à des compositeurs, qu'on lui pose des questions sur sa musique, il répond par des mathématiques, quand il est face à des mathématiciens, il répond par de l'architecture, et quand les architectes lui demandent comment il a construit ses bâtiments, il répond par des concepts de composition musicale. Oui. et donc, il y a peut-être, je me demandais effectivement si dans nos statuts un peu de doctorat en art, il n'y a pas une espèce de stratégie pas d'évitement, mais en tout cas une espèce de manière de vouloir presque subvertir un peu les catégories, c'est-à-dire d'être dans un champ référentiel donné, mais sans y être complètement. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Entièrement d'accord. Bah ouais, clairement. Mais qui sont aussi je pense, des réalités qui sont aussi des conséquences de ce qui nous mène à un moment donné à avoir décidé de faire de la recherche-création. C'est peut-être aussi un refus, quels que soient nos parcours, ou une impossibilité, qu'elle soit la nôtre, ou qu'elle soit aussi une impossibilité présupposée par les institutions auxquelles on appartient ou on appartenait à un moment donné, de rentrer complètement à l'intérieur des cases. Et pour le coup, moi j'ai fait de la philo avant, j'ai commencé un doctorat en philosophie, mais justement ce qui est toujours un peu rigolo, c'est que la première année de ce doctorat, j'ai passé 8 mois à faire de la curation en résidence, parce que en plus c'était un doctorat non financé, clairement il me fallait des sous, et en même temps j'avais envie de continuer à faire des projets, et au bout d'un moment je me suis dit, en fait juste ça tient pas en fait. Mais ma réflexion, elle reste quand même à choper à des questions philosophiques plus larges. Et c'est aussi ça qui m'a emmenée à chercher du coup des endroits un peu entre deux, peut-être, et puis où l'expérimentation est quand même mieux vue, mise en avant, soutenue. Jamais de manière absolue, il ne faut pas non plus se dire que ça y est, la recherche-création, c'est génial et tout est parfait. Mais en tout cas, c'est un espace de possible. Du coup, c'est aussi, c'est logique d'évitement, puis de fatigue en fait. Il y a aussi un effet de fatigue. Je ne sais pas, on est dans des temps de plus en plus fluides, on est aussi dans des espaces de navigation où
ces notions d'intersectionnalité ne sont pas que des questions de lutte, ce sont aussi des questions épistémologiques en lien aux connaissances, ce que c'est que du savoir, ce que c'est que de la connaissance académique, non académique. Et j'ai l'impression que ce sont quand même des questions qui nous intéressent et que c'est pour ça, à nouveau, qu'on est parti en recherche-création, quoi. Mais, ouais. Alors, un peu plus prosaïquement, donc les choses matérielles. Mhm. Comment se traduisait ce contrat doctoral en art? Donc, quand tu as été choisi, qu'est-ce qui t'était offert, entre guillemets, et qu'est-ce qui t'était demandé en échange, entre guillemets, c'est-à-dire quels étaient quel était le cahier des charges, même si j'imagine qu'il a évolué, parce que c'est toujours le cas dans un doctorat, parce que c'est sur une durée longue. Donc, quels étaient les moyens, quelles étaient les attentes, quel était le cadre matériel de ce doctorat? Alors, donc moi, quand j'ai postulé en 2019, c'était vraiment c'était la première fois que la Villa Arson, rejoignant aussi l'entité Université Côte d'Azur, pouvait se doter et proposer un doctorat. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le doctorat reste une prérogative universitaire. Il n'y a que l'université en France qui peut donner un titre de docteur. Donc voilà. À l'intérieur de ça, il y a aussi une distinction à faire entre le doctorat et le doctorat contractuel. Donc ça, ce sont des choses qui sont toujours un peu floues et difficiles pour n'importe qui essaye de dire « Ah, j'aimerais bien faire un doctorat ». Vraiment, la littérature là-dessus, elle est hyper confuse. Tu as presque l'impression que c'est fait exprès et qu'il faut avoir déjà fait tout ce travail de compréhension pour pouvoir mériter de postuler, quoi. C'est un peu drôle. Mais donc, un doctorat, c'est la possibilité de faire sur 3 ans minimum une recherche. Ensuite, tu peux l'étendre. Il y a des personnes qui font des doctorats sur 10 ans parce qu'elles travaillent à côté, ce genre de choses. Et de faire une recherche autour d'un sujet qui va effectivement te donner ce titre de docteur qui n'est là que pour stipuler ta capacité à fabriquer des outils méthodologiques, à tirer un certain nombre de conclusions à partir d'hypothèses qui seraient les tiennes, et ce qu'on appelle un peu le fameux projet de recherche, qui est la chose qu'on demande toujours quand on veut candidater à cette aventure doctorale. Par ailleurs, le contrat doctoral, qui n'est jamais une obligation, la large majorité des doctorants et des doctorantes n'ont pas de contrat doctoral, mais un contrat doctoral, ça veut dire que concrètement, pendant ces 3 ans, et là généralement par contre c'est limité à 3 ans maximum en France, tu as un salaire. Ce qui est quand même quelque chose d'hyper important, qui te permet en fait d'avoir le temps réel de faire cette recherche, de faire du terrain éventuellement, de rencontrer des personnes, d'expérimenter des formes, etc., etc. Donc ça déjà c'est une différence, mais c'est un peu le cadre à l'intérieur duquel on s'inscrit. Par ailleurs, d'autres prérogatives un peu obligatoires, c'est d'avoir déjà un master. Donc s'il n'y a pas de master, on ne peut pas postuler parce que ça suit toujours le système universitaire licence, master, doctorat. Donc, il faut toujours avoir les diplômes précédents pour. Et ensuite aussi, un espèce de rapport déjà plus ou moins flou qui est dit un peu d'excellence en son domaine. Donc, c'est pas automatique non plus d'être pris ou prise à l'intérieur d'un doctorat. Il y a toujours un processus de sélection qui va en fonction des facs ou en fonction des écoles, reposer sur ta carrière ou ton début de carrière artistique ou de carrière académique, d'avoir postulé, d'avoir écrit des articles, ce genre de choses. Ça, c'est assez variable déjà. Et de l'autre côté, donc ça, c'est un peu l'amont de ce qu'il faut pour, et l'aval, ce qu'on attend de toi in fine. Donc, je le répète, ce premier doctorat suppose, on ne sait pas. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il n'y avait pas de précédent. Et du coup, il n'y avait pas de possibilité d'attente. Donc, à aucun moment, mon doctorat, ni même mon contrat doctoral, ne stipule ou ne suppose que mon doctorat doit prendre telle ou telle forme. Voilà. C'est libre. Même la question de la thèse, qui est
un prérequis généralement du côté de l'université, dans le contexte de ce doctorat, n'est pas un attendu explicite. Il se trouve que je viens de l'université et que j'ai peut-être des problèmes de revanche, que j'aime bien écrire des trucs un peu boring, qui vont vieillir dans des rayons que personne n'aura lus. Et donc, je suis arrivée avec un désir d'écrire une thèse. Mais à l'intérieur aussi de ça, c'est tout un tas de négociations qui sont aussi celles de la forme de la thèse. Alors ça va être aussi des choses assez propres aux disciplines. Faire une thèse en mathématiques ou faire une thèse en philosophie, on se doute bien que le contenu du papier n'est pas tout à fait le même. D'un côté, on va avoir peut-être un peu plus de schémas, de croquis, de choses qui vont être des résultats d'expériences, ou en biologie, des expériences de labo, avec quelque chose de propre au langage du domaine, là où en philosophie, on va peut-être avoir quelque chose de beaucoup plus discursif, avec pas mal de notes de bas de page, avec des extraits de citations de textes, avec peut-être un peu de traduction à des moments, d'étymologie. Bon, donc en fonction, et à l'intérieur d'un doctorat en art, à nouveau, se pose la question de qu'est-ce que c'est que la forme d'écriture attendue d'une recherche ou d'une pensée critique en art. Il y a tellement de formes possibles. Il y a des écritures critiques qui vont être très poétiques, il y en a qui vont être plutôt un système d'annotation relativement libre, il y a des choses qui vont vraiment ressembler à de l'essai, plutôt sciences humaines, philosophiques. Donc, à l'intérieur de ça, c'est déjà beaucoup plus large, ouvert. Et ça, ce sont des négociations entre, généralement, la doctorante et les personnes qui l'entourent. Donc, généralement, ce qu'on appelle les directeurs et les directrices de thèse ou de recherche. Ils sont des personnes qui ont plus d'années d'expérience, généralement, dans le domaine de recherche de l'étudiante, et qui vont l'accompagner. Dans le prérequis formel du point de vue de l'écriture, point d'interrogation, et de la même manière, dans le prérequis par le projet, à nouveau, qu'est-ce que c'est qu'un projet artistique qui n'a pas de vocation nécessairement à être une illustration de ce que tu écris, ni que l'illustration doit être un commentaire de ce que tu as fait de manière artistique, plastique ou sonore ou performative. Voilà. Moi, je suis arrivée avec un peu 3 projets, en plus donc de la rédaction de cette thèse, qui ont in fine pris la forme d'un film, de ces 2 expositions dont on parlait tout à l'heure, et d'une pièce chorégraphique qui, elle, va se terminer là bientôt. On va faire la première en juin prochain. Mais à l'intérieur de ça, c'est pareil, il n'y avait pas d'exigence à ce que, entre guillemets, mon film soit un film de type industrie du cinéma, ou du type film d'art expérimental, ou du type documentaire. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être une réflexion qui vient. Il y a une question de désir et d'envie, en fait, de la part du ou de la doctorante, et qui doit être d'abord et avant toute chose en adéquation avec ses hypothèses de recherche. Et pour moi, c'est ça le moteur. Et moi, l'idée, c'était aussi à l'intérieur de ce doctorat de développer aussi des choses au niveau du travail collectif et collaboratif, et de mettre un peu en question ou en crise ce que c'est que la curation dans son modèle. D'où aussi se dire, oui, un film, pour moi, c'est de la curation. Des expos, certes, c'est de la curation, mais une pièce chorégraphique, c'est aussi de la curation. Et de se dire, comment est-ce qu'on fait de la curation à plusieurs, etc., etc., etc. Qu'est-ce que tu veux dire par là, un film, c'est de la curation ? Alors, quand je dis un film, c'est de la curation, chacun et chacune fait des films comme elle le veut et l'entend. Mais moi, ce qui m'intéressait, en tout cas, à l'intérieur de ce projet, qui est d'ailleurs presque plus un projet cinématographique que juste un film, Soul in the Dark, c'était aussi d'expérimenter différents modes d'invitation, différents modes de coécriture, à la fois du point de vue de ce qu'on appelle le script, mais aussi au niveau de la réalisation, donc de la fabrique des images, mais aussi ensuite du montage,
et aussi de questions de diffusion et de production. Donc moi, c'est un peu toutes ces choses qui m'intéressent. Et c'est aussi pour ça que je défends une approche curatoriale qui, pour moi, est aussi une approche holistique, qui, du coup, prend en compte différentes casquettes de métier, différentes casquettes de travail. Donc, s'intéresser aussi bien à un budget qu'à vraiment quelles sont les intentions d'écriture ou formellement, quels vont être, je sais pas, les jeux de couleurs, de superposition, mais aussi quel logiciel utiliser, question de droit d'auteur. Enfin, bon, c'est parce que toutes ces choses m'intéressent que j'ai trouvé peut-être plus facile aussi, enfin, dans mon parcours, d'appeler ça de la curation. Ce qui ne veut pas dire que des artistes ne font pas ça, hein. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une attente ou une habitude à ce que l'artiste soit moins soumis ou soumise à prendre en charge ces questions on va dire, de coordination, de logistique. Voilà. Et encore, enfin, on se rendra compte que c'est très faux et que beaucoup d'artistes se retrouvent à devoir faire les budgets de leurs œuvres, etc., etc., etc. Et alors justement, donc si j'entends bien, les projets, les fameux 3 projets dont tu as parlé, leurs moyens de production n'étaient pas inclus dans le contrat doctoral, en fait. C'était quelque chose qu'il fallait chercher par ailleurs. Ouais. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai truc aussi, une vraie problématique en lien à la recherche-création. Moi, je trouve que justement l'avantage, entre guillemets, de faire de la recherche-création en lien directement ou en étant inscrite au sein d'une école d'art, c'est que ça vient déjà avec des moyens pratico-pratiques concrets propres à l'école d'art. Donc, juste les espaces d'atelier, des espaces... En plus, avec la Villa Arson, avec quelque chose de très particulier, une possibilité d'inviter des personnes, un matos avec certes aussi toutes ses limites, hein, mais aussi quand même avec des possibles, un studio son, je sais pas, un espace pour tourner, bon, tout un tas de choses, ce qui souvent n'est pas le cas à l'université. Donc ça, clairement, c'est une différence. Et je me souviens que l'année dernière, non, il y a 2 ans, bon, je sais plus, j'avais participé à un colloque à l'intention de doctorants et doctorantes en recherche-création. L'écrasante majorité d'entre elles étaient en recherche-création à la fac. Et clairement, on n'est pas du tout dans les mêmes écologies ni économies de travail. Mine de rien, mais j'ai aussi, de par mon parcours, d'abord travaillé avant de revenir aux études via le doctorat, avec aussi une connaissance concrète de, bon, bah oui, il y a des dossiers de demande de subvention à faire, et si tu veux en faire un film, bah faut aller taper à la porte de un tel, une telle, etc. Et du coup, quelque chose aussi qui me donnait des outils que beaucoup de camarades chercheuses n'ont pas nécessairement, et n'ont pas aussi autour d'elles les personnes qui connaîtraient ça et qui pourraient leur dire bon bah voilà, je pense que si tu veux faire un film, il faut aller postuler. C'est aussi des manières de se présenter. Beaucoup de chercheuses qui viennent plutôt de l'université, même en ayant leur pratique, ont peut-être pas forcément la même manière de décrire un projet. Alors, ces rapports de communication sont aussi le nerf de la guerre quand tu demandes des sous. Donc il y a aussi pas mal de choses. Et souvent, la recherche-création n'est dotée que des moyens de la recherche. À nouveau, au sens universitaire de écrire. Et jamais ou très peu sur la dimension justement créative qui demande du matériau, qui demande des outils techniques, qui demande aussi des outils humains. Enfin, donc voilà, il y a aussi... donc de ce point de vue-là, c'est quand même assez avantageux de faire de la recherche-création en lien direct avec aussi une structure dédiée à ça. Justement, tu évoquais la relation avec les directrices. Dans ton cas, c'est une encadrante et une directrice, il me semble, qui déjà sont au nombre de 2, souvent en doctorat en art. Il y a toujours cette espèce de présupposé dualiste qui se traduit déjà par le fait qu'il y a deux personnes. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation avec elles et au-delà, comment tu t'es construit un cercle de relations justement pour avoir un feedback sur ton travail? Alors, c'est vrai que généralement, il y a une attente. Généralement, d'un point de vue universitaire, on attend que la doctorante ait un ou une directrice. En recherche-création,
on se dit qu'il faut quelqu'un ou quelqu'une de spécialisé recherche et quelqu'un ou quelqu'une de spécialisé création, effectivement. Et moi, en fait, j'ai 3 encadrants et encadrantes pour tout un tas de raisons. Mais je suis accompagnée notamment de Jean-François Trubert, qui, lui, est musicologue au sein de l'Université Côte d'Azur et qui est HDR, donc habilité à diriger de la recherche. Ce qui veut dire que tout le monde ne peut pas encadrer la recherche. Il faut généralement une personne qui a passé un concours particulier qui lui permet, d'un point de vue toujours un peu administratif et diplômant, de pouvoir accompagner. Et ensuite, c'est plus souple sur les 2e, 3e ou autres personnes qui t'encadreraient. Sachant que ça, c'est important à savoir, mais légalement, dans le droit français, il n'y a pas de limite au nombre de personnes qui peuvent te diriger. Ensuite, c'est à toi de négocier avec ton université, ton laboratoire, ton école, etc. La 2e personne qui m'accompagne, c'est Sophie Orlando, qui est historienne de l'art et enseigne, en l'occurrence ici à la Villa Arson. La 3e personne, c'est Nadia Yala Kisukidi, qui est philosophe à Paris 8 et qui était déjà ma directrice lorsque j'ai commencé mon doctorat en philo à Paris 8. Et pour moi, c'était hyper important d'être accompagnée évidemment par des personnes qui connaissaient aussi les nouvelles structures d'accueil que sont UCA et la Villa, mais aussi de continuer avec à nouveau ce suivi et cette attention très particulière à la forme aussi philosophique de ma recherche, ou à la dimension philosophique de ma recherche, en invitant et en associant aussi Yala à ce travail. Donc à l'intérieur de ça, ce qui est aussi intéressant, c'est que par exemple, Jean-François Trubert est peut-être moins immédiatement en lien avec mes axes de recherche, mais pour moi, c'est justement quelque chose d'hyper intéressant que d'avoir aussi un ou une directrice qui n'est pas en connivence avec ton domaine, mais qui peut aussi venir t'apporter un recul à la fois nécessaire à l'intérieur de ta démarche, mais aussi un recul formel, aussi tout un tas de questions et de questionnements que tu ne te poserais pas si tu étais entouré de personnes qui s'intéressent aussi aux mêmes choses que toi. Donc ça, c'est hyper bénéfique et hyper stimulant. Il y a aussi Sophie, qui pour le coup, en tant qu'historienne de l'art, sachant que moi, j'ai pas fait non plus d'histoire de l'art et que même si j'ai depuis longtemps travaillé à l'intérieur d'un écosystème dit celui de l'art contemporain, j'ai peut-être moins aussi un certain nombre de bases évidentes, par exemple, pour certains ou certaines artistes en études. Et elle est, tout au long du parcours, elle n'a pas eu de cesse aussi de venir me renvoyer à des références et de nourrir aussi comme ça un corpus ou aussi des rapports de curiosité, de se dire « Ah mais tiens, est-ce que tu as vu ça en termes de forme ? Ça peut t'inspirer. » Et en plus, elle a aussi une recherche qui est précisément aussi en lien aux études noires depuis notamment l'Angleterre la concernant, ce qui est aussi venu vraiment nourrir un certain nombre de perspectives, de questionnements, à nouveau aussi à l'intersection entre à cette dimension artistique de recherche et cette dimension aussi politique. Et enfin, Yala Kisukidi, qui par ailleurs est vraiment philosophe à la fois, entre guillemets, comme on dit, classique, bergsonienne, mais aussi spécialiste des philosophies africanas. Donc, les philosophies africanas ne sont pas exclusivement des philosophies africaines, ni afro-américaines, mais s'intéressent justement à des pensées et des circulations autour de ce qu'on appelle l'Atlantique noir, donc entre Amérique du Nord, Amérique du Sud, continent africain, mais aussi par extension Europe et Asie. Donc vraiment aussi se poser des questions de toutes ces pensées, ces philosophies qui sont toujours catégorisées un peu de manière, mises à distance, exoticisées, pour ne pas dire invisibilisées, discriminées, etc., etc., etc. Donc pour moi, c'est le combo un peu parfait. Et ça, c'est aussi un enjeu parce que c'est aussi vachement dur de trouver les personnes qui vont pouvoir t'accompagner. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce prérequis un peu de l'habilitation à diriger de la recherche, tout d'un coup, réduit le champ des possibles des personnes qui peuvent t'accompagner. Donc, tout d'un coup, tu te retrouves avec la possibilité de demander à n'importe qui
à demander que à des personnes qui soient HDR. Donc, il faut trouver à l'intérieur de ton université de rattachement une personne qui non seulement a ce statut, mais qui en plus s'intéresse à tes sujets, qui en plus a la disponibilité, l'envie, le goût de s'investir pour toi et ta recherche. Bon, ça peut être toujours un peu compliqué. Et donc, ouais, moi, clairement, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir rencontrer ces personnes dès le début ou de les connaître déjà et de pouvoir continuer à travailler avec elles. Ensuite, en termes de modalités, alors ça, c'est aussi une vraie problématique en lien à la recherche, qui est aussi ce rapport un peu à la solitude dans la recherche, qui a à la fois beaucoup une part de fantasme, mais qui a un truc aussi très européano-français de l'artiste unique et démiurge, de la curatrice unique et démiurge, de la chercheuse unique et démiurge. Un truc comme ça, on te dit toujours « Non, mais tu es une personne, une entité créatrice, c'est génial. » Bullshit. Mais en même temps, il y a aussi un truc de concrètement, quand bien même tu es accompagné par des directrices ou même une seule personne, qu'est-ce que ça veut dire d'être accompagné par cette personne ? Puisqu'on n'est déjà plus tout à fait dans un cadre, on va dire, scolaire, d'accompagnement un peu au jour le jour, ça, c'est aussi de la négociation relationnelle entre ces encadrants, encadrantes et la personne en recherche. Après, il y a des modalités un peu canoniques, entre guillemets, qui vont être voir sa directrice au moins une fois par an, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, à nouveau, j'ai la chance d'avoir 3 personnes, donc clairement, je vois toujours au moins l'un ou l'une. On s'échange des mails, je leur envoie des choses que je commence à écrire, le film, enfin, d'avoir un peu des retours comme ça. Mais c'est vrai que de manière générale, en dehors de ma propre petite personne, c'est un vrai truc. Hein, et je crois que ça, on en parlait. En fait, souvent, tu te retrouves un peu abandonné, à difficilement trouver aussi un ou une référente qui puisse te rassurer, qui puisse te pousser, qui puisse te critiquer, qui puisse te dire « Attention, là, je crois que tu es en train d'ouvrir une porte ouverte ou t'enfoncer dans quelque chose qui est pas forcément hyper pertinent pour ta recherche. » Or, toute pensée créative ou critique a besoin d'interaction. Et donc, tu as besoin d'une personne qui te challenge, en fait, ou qui te caresse dans le sens du poil, mais tu as besoin d'interaction. Donc ça, c'est un vrai truc qui est lié au doctorat. Mais moi, c'est vrai que, du coup, j'ai eu des modalités un peu où elles se retrouvaient à 3, d'avoir des rendez-vous plutôt individualisés avec l'une ou l'autre, avec aussi des étapes officielles, mais qui sont plus ou moins efficaces ou efficientes, qui sont un peu des rendez-vous annuels, au moment notamment des réinscriptions. Oui, il faut avoir ce qu'on appelle le comité de suivi de la thèse, qui, lui, généralement, est un peu ouvert aussi à d'autres personnes en lien ou à ton université, à ton école, qui sont aussi là pour garantir moins le fait que ta recherche avance, mais justement que ta relation avec ton encadrement est efficace et probant. Donc ça permet aussi de temporiser des rapports aussi de souffrance au travail, parce que malheureusement, il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a des relations de pouvoir aussi. Voilà, il y a exactement, tout à fait, exactement ça. Voilà, un peu. Ah oui, et par ailleurs, tu me demandais aussi comment, en dehors aussi le cercle élargi. Le cercle élargi, je crois que j'ai aussi la chance vraiment d'être entourée de personnes trop super, qui sont des copains et copines avec lesquels je travaille plus ou moins de longue date, mais aussi des personnes que je n'arrête pas de rencontrer et pour moi, c'est hyper important aussi de les remettre vachement en avant comme véritablement des co-penseuses, mais aussi des co-directrices ou des co-accompagnatrices de cette recherche. Et de ce point de vue-là, je sais pas, dans le contexte du film, il y a eu tous les artistes avec lesquels j'ai pu travailler, qui pour moi, vraiment, quel que soit leur âge, quelle que soit leur reconnaissance dans un milieu, sont vraiment pour moi des référents et des référentes à l'intérieur de leur domaine, à l'intérieur de leur démarche. Et à côté de ça, il y a aussi eu notamment une figure assez titulaire qui est celle d'Olivier Marbeuf, qui est coproducteur notamment de ce projet de film,
Et par ailleurs, Olivier, il est lui-même curateur, critique. Il a été le directeur d'un centre d'art indépendant qui s'appelait Kiasma, producteur de films à l'intérieur de la boîte de prod qui s'appelle Spectre. C'est aussi un militant. Enfin voilà, il se trouve que ce sont aussi des connivences comme ça, à nouveau, de travail. Et je pense que vraiment tout ce chapitre, si je peux l'appeler comme ça, un peu le chapitre de la thèse, a vraiment bénéficié aussi de tous les échanges et de toutes les discussions avec Olivier. Donc de ce point de vue-là, je le considère aussi clairement comme un de mes co-directeurs de projet. La pièce chorégraphique, c'est vraiment devenu quelque chose de totalement collectif, à 7. Donc de ce point de vue-là, en fait, les expertises de chacun et chacune, ou en scénographie, mais aussi en mise en scène, en chorégraphie, en son, en vidéo, sont aussi des choses que mes directrices ne peuvent pas m'apporter, puisque, par exemple, je ne sais pas, aucune de ces 3 personnes n'est spécialiste de la 3D. Sauf que la question de la 3D, la réflexion, la glose, l'exégèse autour de ce que c'est que la 3D, voilà, me vient d'autres artistes qui, de ce point de vue-là, deviennent juste mes maîtres et mes maîtresses avancées, quoi. Donc ça, c'est aussi un truc qui est à nouveau très lié à ma recherche et à la manière dont j'ai fabriqué un peu ce doctorat, mine de rien, à la carte, et qui ne sont pas forcément des choses qui viennent avec le doctorat. Mais ouais, j'ai trop de sens, quoi. Je me souviens, je pense au tout début, quand tu étais arrivé à la villa, je t'avais demandé si tu envisageais de faire simplement une restitution sous forme de création, ou si tu allais aussi te soumettre à cet exercice de la thèse. Tu m'avais répondu quelque chose comme le fait que, en gros, tu aurais peut-être l'impression d'une espèce d'imposture s'il n'y avait pas la thèse, parce que tu avais été un peu formaté comme ça aussi, j'ai parlé tout à l'heure de ton goût pour l'écriture boring. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que la thèse porte sur un corpus d'œuvres, ou est-ce que ça parle de ta pratique? Comment tu joues avec cet équilibre? Alors, du coup, c'est hyper important quand même de rappeler que le goût pour la thèse, il est vraiment à cet endroit personnel et individualisé, parce qu'à l'inverse, moi, je défends un peu corps et âme le fait qu'il n'y a pas besoin d'une thèse pour prouver que c'est de la recherche, et que vraiment, je ne voudrais jamais que la thèse soit une étape obligatoire pour prouver que tu fais de la recherche-création. Ça, c'est un truc qui m'énerverait. Il se trouve que moi, j'aime bien faire ça. À l'intérieur de mon côté un peu maso, c'est drôle parce que pour le coup, donc là, je suis en 4e et dernière année, donc mon contrat doctoral est terminé, hein, ce qui veut dire que je suis à nouveau chez Pôle emploi. Mais ça, c'est aussi des trucs importants à dire. Donc, quand tu as un contrat doctoral, tu peux aussi prétendre au chômage, ce qui te sauve quand tu as besoin d'un peu plus de temps. Moi, j'ai commencé à écrire dès la première année, ce qui n'est pas forcément le cas de Toux. C'est à nouveau à chacune sa méthodologie, ses possibilités, etc. Mais je crois que j'ai eu un peu ce sentiment de panique en me disant, si tu veux écrire, il faut aussi noter des choses, commencer à... que ce soit bon ou pas bon. Donc, il y a des trucs que je relis. Pour se rassurer. Exactement, tu vois. Mais voilà, c'est une démarche. Et de ce point de vue-là, mon écriture a beaucoup changé entre 2019 et aujourd'hui. Pour plein de raisons. Un truc aussi où tu gagnes forcément en confiance. Tu t'émancipes aussi dans justement ce qui a été ce formatage de la bonne écriture académique versus la mauvaise écriture académique. La question aussi de la poésie qui est devenue de plus en plus importante. La question aussi de la traduction. Moi, j'ai un corpus qui est déjà un corpus qui navigue entre différentes temporalités et différentes géographies. Donc, peut-être juste, tu peux dire un petit mot. Donc, moi, je sais à peu près quel est ton corpus, mais oui, pour les auditeuristes. Carrément. Donc, mon corpus s'intéresse de manière générale à des questions en lien aux études noires et à l'afrofuturisme, que je distingue et entremêle. Donc là, je ne vais pas forcément développer, mais ce qui m'emmène à m'intéresser à la fois à des formes créatives, intellectuelles, mais aussi qui vont avoir trait à des questions de mystique, de représentation du monde, de futurité, qui vont venir d'espaces minoritaires, non blancs, en particulier noirs et d'ascendance africaine.
mais depuis une perspective qui n'est pas justement nécessairement ou exclusivement continentale, en lien au continent africain et à ces îles et archipels. Donc je navigue assez volontiers, pas mal entre les États-Unis quand même, avec vraiment toutes ces pensées africaines-américaines qui créent vraiment un nouveau paradigme, une nouvelle manière de penser la race depuis la question de la traite et depuis la question aussi de la coupure d'un certain nombre de racines et de traditions, avec vraiment une réinvention en fait de ce que c'est que d'être noir depuis les Amériques, des générations après ce déracinement, mais aussi depuis des espaces afropéens, donc qui vont être aussi, qui vont suivre d'autres logiques qui sont pas du tout celles des États-Unis, qui vont être plutôt des logiques d'aller-retour, d'incorporation aussi à l'échelle historique, de migration, de vagues de migration différentes, et aussi de ce rapport de rupture qui est peut-être moins terrifiant aussi, avec aussi peut-être des possibilités du coup de remise en question des traditions, de syncrétisme différencié, et in fine, mais ça ce sera aussi pour l'après-thèse, même si ce sont des choses qui se développent toujours à côté, hein, mais évidemment le continent africain aussi comme un espace d'auto-réinvention aussi, depuis tout un tas d'antagonismes, de mélanges, d'histoires de dépossession, mais aussi d'histoires d'appropriation et à nouveau de réinvention et de multiplicité. Et moi, j'aimerais bien là me déplacer aussi depuis des espaces afro-asiatiques et qui me permettraient aussi d'avoir une espèce de vision un peu d'ensemble de ce que c'est en fait que ce rapport minoritaire, ce rapport minorisé, quand d'un point de vue par exemple strictement des chiffres, en termes de représentation des populations, non, les populations non blanches sont quand même la majorité des populations habitant cette planète. Donc c'est aussi intéressant de se dire qu'elles sont aussi, ces différences, et qu'est-ce que ça apporte de nouveau, à nouveau dans ce que c'est que la pensée, ce que c'est que la philosophie, ce que c'est que l'art, ce que c'est que l'histoire, ce que c'est que la solidarité, ce que c'est que le politique, et d'avoir en fait d'autres modèles que j'appelle un peu des modèles alternatifs à un discours et une histoire majoritaire, depuis justement ces perspectives éclatées. Donc forcément, entre guillemets, je me retrouve à lire, à commenter, à travailler à partir de choses qui viennent de l'anglais, mais qui viennent aussi d'autres langues, même si je les parle moins et que les deux langues que je parle vraiment, c'est l'anglais et le français. Mais du coup, l'écriture de la thèse ne cesse de naviguer entre des choses qui vont être véritablement plus intimes, plus poétiques, quelque chose qui va peut-être être proche du journal et un peu de ce point de vue-là de l'expérience de vie, mais aussi de l'expérience de travail. Donc revenir sur comment s'est fabriqué le film, comment se sont fabriqués les expos. Donc il va y avoir cette dimension-là. Il y a aussi une dimension, on parlait un peu de ce rapport subversion vis-à-vis des attendus. Pour moi, c'est hyper important de mettre en avant toute la dimension justement programmatique et logistique. Donc à l'intérieur de ma thèse, moi je compte bien mettre mes dossiers de demande de subvention et de se dire qu'en fait, il faut arrêter de penser la recherche et la création sans ce rapport capitaliste et qui crée en fait vraiment aussi des transformations dans la pensée. En fait, si tu es financé à un moment donné pour ta recherche par, une école ou un grand groupe, tout d'un coup, tu as aussi des espèces d'attentes, tu as aussi des rapports de contraintes possibles. Et puis même ce langage, de décrire un même objet depuis le langage de « je cherche de l'argent » ou depuis le langage de « j'en ai rien à faire, je fais ma révolution », c'est le même objet. Tout d'un coup, il a quand même pas tout à fait les mêmes qualités ou le même goût. Donc ça, c'est des trucs qui, moi, m'importent et m'intéressent, et de me dire que la recherche-création, c'est quand même aussi de la recherche-création-financement. Il y a vraiment un truc de recherche de financement et création de financement. Donc ça, c'est important. Toute la dimension collective, pour moi, elle est hyper importante et elle repose sur une méthodologie qui fait aussi partie de ma recherche, qui est celle du collage. Donc, de venir aussi récupérer des textes, des œuvres qui ont été fabriquées aussi par des artistes qui me précèdent ou qui sont plus jeunes que moi ou des contemporains, contemporaines. Et à l'intérieur de ça, des choses qui vont être plutôt, des bouts de commentaires critiques, qui vont essayer de la création de concepts, d'essayer de se dire, tiens, est-ce qu'on peut penser les choses, se déplacer, des questions d'épistémologie qu'on redéplace. Voilà, donc j'imagine que mon objet de thèse
et lui non plus n'est pas tout à fait ce qu'on pourrait imaginer comme étant une thèse académique que en noir, police, 10 sur des trappes de papier avec la moitié de la page qui sont des notes de bas de page. Même si j'adore les notes de bas de page. Mais voilà. Et donc, il y aura quelque chose de déjà collé à l'intérieur aussi de ce format. Je suis très impatient de lire ça. Je suis sûr que ce ne sera pas du tout boring. J'espère, en tout cas. Est-ce que tu as eu pendant ces... Souvent, on sait que les doctorats, au sens académique du terme, vont souvent de pair avec une charge d'enseignement. Est-ce que toi, pendant ton passage à la Villa Arson, qui on sait donc est une école d'art, est-ce que tu as participé à la vie à la pédagogie? Est-ce que voilà, et de quelle manière? Oui, mais sans que ce soit à nouveau un prérequis ou une obligation. Effectivement, peut-être que la recherche-création, mais ça, c'est quelque chose qui est plus une intuition, mais a tendance parfois à considérer que cette charge un peu pédagogique dans la recherche académique va être remplacée par un temps dédié à la création. Donc souvent, quand tu es en recherche-création, on te demande moins d'enseigner aussi comme quelque chose faisant partie un peu des attendus du doctorat. Mais effectivement, étant à la Villa, j'ai clairement pas mal participé clairement participé à la vie de l'école. Et à nouveau, sous tout un système d'invitation, d'opportunités, et à nouveau en lien aussi beaucoup à ma pratique, qui se veut une pratique collective, et qui du coup suppose que l'espace collectif dans lequel je me trouve, à savoir celui de l'école, suppose aussi de travailler avec la collectivité en place, et notamment les étudiants. Donc, il y a eu plein de choses différentes et puis mon statut était chelou aussi. Enfin, quand je suis arrivée, personne ne comprenait trop ce que j'étais. T'es un peu une prof ou t'es pas une prof? T'es du côté des étudiants ou pas? Avec des choses un peu drôles je sais pas, on parlait de mon adresse mail. Bon, j'ai une adresse mail, parce que les adresses mail administration, corps enseignant sont pas les mêmes que celles des étudiants. J'ai une adresse étudiants, mais je suis la seule dans mon année, du coup, je reçois jamais les newsletters. Enfin, bon, j'ai des trucs un peu rigolos comme ça. Donc, si je mets un peu ma casquette plutôt enseignante, chercheuse, du coup, des invitations comme les autres profs à participer aux galeries d'essais, à faire des diplômabilités, à aussi faire des rendez-vous individuels avec les artistes en études qui le souhaitaient. Et d'un autre côté, en mettant aussi ma casquette peut-être plus... juste de camarades en études à l'intérieur de la Villa, de proposer des projets. Et du coup, je sais pas, notamment beaucoup autour du film, de co-réaliser ensemble, je proposais des stages, mais aussi des ateliers où on faisait ensemble, je sais pas, des choses. Avec les expos et la study room, de vouloir aussi proposer un espace qui soit le plus autogéré vraiment par les étudiants, vraiment leur donner aussi cet espace d'autonomie qui est difficile à négocier à l'intérieur de l'école et de la manière dont elle est structurée. Juste pour préciser en 2 mots, donc au sein de l'exposition To the Fire Next Time, tu as mis en place un espace qui s'appelle Study Room et dont la curation est confiée en grande partie à des étudiants et étudiantes de la Villa. Tout à fait, ouais. C'est vraiment un espace de travail qui se veut un espace utilitaire à l'intérieur d'une exposition qui s'intéresse justement à des questions d'autonomie, de travail collectif, d'amitié et aussi d'apprentissage peut-être par les sous-communs. Et donc à nouveau, de mettre en avant toutes ces formes d'échange et d'apprentissage et de construction de soi et d'imaginaire politique qui ne sont pas ou qui ne passent pas par les grandes structures telles que l'école notamment ou le format du cours. Donc c'est vraiment un espace d'expérimentation dans lequel nous, en tant que curatrice, on vient proposer des choses comme une soirée de poésie ou des invitations à des artistes ou des activistes. Mais la plupart du temps, c'est vraiment un espace qui est devenu aussi pour les étudiants un lieu à l'intérieur duquel, je sais pas, ils répondaient à leurs propres besoins sans avoir non plus à justifier auprès aussi d'une démarche administrative le besoin de tel ou tel moment de réunion, etc. Donc ça, c'est assez cool. Donc ça, c'est plus quelque chose que je fais pas du point de vue un peu prof, mais plutôt du point de vue étudiant. Donc voilà. Et ensuite, on a quand même eu
la proposition, je crois que c'était en 2022, avec Rosanna, du coup, avec qui on co-curate les 2 expos, de proposer sur un semestre un enseignement qui s'appelait IRL, autant de questions de traduction, notamment de poésie, mais qui était très ouvert aussi et qui partait aussi de la traduction des textes à des traductions beaucoup plus multimédia, on va dire. Mais ça, à nouveau, c'était pas quelque chose d'obligatoire, c'était aussi une possibilité parce que, voilà, il y avait des choses qui se déplaçaient dans la proposition pédagogique. Et IRL est pour nous vraiment une étape du projet curatorial, comme l'expo le sont, mais aussi un projet de publication qui viendra après coup et qui... L'idée, c'est aussi de pouvoir remettre en avant des contenus qui ont été imaginés de manière collective via IRL, etc. Donc, ouais, toujours un peu des projets tentacules comme ça, mais voilà. On s'achemine vers la fin de l'entretien, donc c'est le bon moment pour parler du temps. J'avais envie de parler des temporalités spécifiques à chacun de ces domaines, donc la recherche d'une part, la création de l'autre. Pas seulement le temps que ça prend, mais la qualité de temps, l'énergie particulière pour ces 2 choses. Alors là, c'est un peu le point de vue de quelqu'un qui travaille à côté des doctorats, donc j'assume de parler de façon assez subjective. J'ai l'impression que le temps de la recherche est un temps plus facile à fragmenter, alors que le temps de la création, au sens de fabrication d'un objet, me semble plus exclusif. Il faut qu'il y ait un peu quelque chose qui se met en route de l'ordre de l'obsession, de l'incorporation. Et il y a des moments où c'est pas le moment. Et alors voilà, sans doute d'autres personnes pourraient dire exactement l'inverse, la réciproque. Donc, mais je sais pas, est-ce que tu serais d'accord avec cette vision des choses? Est-ce que tu ressens quelque chose de similaire? Oui et non. Oui et non, parce que je dirais que quelque chose qui est peut-être spécifique, pareil, de manière totalement subjective, à la création, c'est l'entour de la création, à nouveau. Et que tout ce temps, mais qui pour moi est sine qua non à la question. Et a fortiori, à nouveau, j'insiste beaucoup là-dessus, mais depuis une perspective minoritaire, on ne peut pas détacher le contenu de son contexte de fabrication. En fait, on ne peut pas penser un objet sans se dire quels sont les canaux de diffusion de cet objet, quels sont les canaux de soutien qui permettent la fabrication même de cet objet. Enfin, là, je viens de finir une super anthologie sur le cinéma noir et en particulier transatlantique, qui s'appelle Blacklight, qui fait suite à un symposium autour de ces questions. Et quand on prend la problématique du cinéma noir, on a cette idée que c'est un cinéma niche, qu'il faut aller le chercher. Non, c'est un cinéma non financé. Enfin, c'est pas tant ou exclusivement qu'il est niche à l'intérieur de ça. Bien sûr qu'il y a un rapport d'expérimentation propre à des questionnements politiques, etc. Mais il faut aussi pas oublier le fait que si tu ne fais pas exister à partir des moyens de production un objet, c'est comme s'il n'existait pas, alors qu'ils sont là. Enfin, tous ces corpus minoritaires sont là. Ils ont été aussi divisés, dispersés, ce qui emmène aussi du coup à des inventions formelles. Mais l'invention formelle vient aussi de la contrainte économique, qui elle-même vient nourrir la réflexion. Enfin, donc pour moi, ces choses sont difficiles à partager, mais du coup, pour en revenir à la question de la temporalité, de la même manière que la recherche, au sens peut-être de l'écriture, peut être relativement fragmentée sur des plages, de dire, là, pendant 2 semaines, je vais lire tel bouquin, essayer de ficher, etc. De la même manière, il y a des plages de, en ce moment, je vais faire des dossiers dessus pour ceci ou pour cela, je vais essayer de voir quels sont les canaux de diffusion. Donc, cette part de la création est aussi fragmentée. Donc, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec toi. Mais de l'autre côté, ce rapport un peu exclusif au moment où tu es entraîné, on va dire, par cette impulsion créative, moi, je le retrouve lui aussi dans l'écriture. Parce qu'il y a des moments où, pour moi, c'est hyper difficile aussi de m'arrêter
d'écrire tout d'un coup parce que, je sais pas, parce que j'aurai une deadline ou qu'il faudrait passer à autre chose. Parce que de la même manière qu'il y a quelque chose qui devient peut-être moins rationnel, beaucoup plus intuitif et, je sais pas, de senti comme ça, ou je sais pas, les alignements des planètes, où tu dis ok, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, bah ça arrive aussi dans l'écriture. Et, et du coup, pour moi, il y a aussi plein de moments assez durs, assez tragiques où j'ai envie d'écrire pendant 3 mois, mais juste je les ai pas ces 3 mois. Et tout d'un coup, c'est horrible d'y revenir. Et donc voilà, je dirais que c'est tout le temps un point de bascule, entre un espace et l'autre. Donc enfin, ces questions de la temporalité qui sont aussi des questions, qui reviennent pas mal à l'intérieur de la recherche-création. Et se posent aussi avec des paradigmes de recherche-création, à nouveau peut-être plus universitaires, qui vont être un peu tu fais l'expérimentation pratique, puis tu tires les conclusions à travers l'écrit. D'un point de vue beaucoup plus artistique, ça va être tu poses les intuitions théoriques, puis tu les façonnes de manière plastique. Et à l'intérieur de ça, tous les allers-retours, puis le rapport, enfin, je trouve que c'est hyper important ce que tu dis aussi, du rapport de contrainte, enfin, du rapport de travailler, mais qui sont des choses, il y a la recherche qui en font un privilège, tu vois, et de se dire, bah oui, quand tu n'as pas la latitude économique, de te consacrer aux besoins de la temporalité de ta recherche, comment tu fais? Puis dans la question du temps, il y a aussi, et du temps long, il y a la question du désir. Parce qu'un doctorat, c'est long. Ouais. Toi, c'était prévu sur 3 ans, ça a duré 4 ans, il y a eu le Covid qui est passé par là. Je parlais de la création parce qu'il me semble que c'est vraiment un domaine où il y a des moments, c'est le moment, il y a des moments, c'est pas le moment. Ça peut paraître romantique dit comme ça, mais je pense que ça l'est pas vraiment. Et puis, un doctorat, donc comme c'est long, il y a des moments où le désir s'épuise. Et donc, est-ce que tu as connu des phases comme ça? Et est-ce que tu veux en parler ou pas? Ouais, j'ai connu des phases comme ça, évidemment. Mais pour le coup, pareil, je sais pas si elles sont exclusivement liées au contexte du doctorat. En fait, des moments où j'en ai marre de l'art contemporain et je me dis vraiment, c'est ni fait ni à faire. Ouais, ça arrive un peu tous les 4 matins. Des moments où je dis, non mais l'université française, au secours, ça arrive aussi tous les 4 matins. Et du coup, enfin, ces rapports, en fait, d'épuisement, d'absence de sens, de contrainte, de priorité aussi, tu vois, à nouveau dans un rapport aussi militant, activiste, de se dire, mais est-ce que vraiment la recherche, c'est le lieu du militantisme en termes d'urgence, là? Et en même temps, à nouveau, je pense que, enfin, mais c'est aussi pour ça que pour moi, vraiment, la dimension collective, elle est juste nécessaire à la fabrique du désir et au soutien du désir et au renouvellement du désir. Et en fait, si j'avais pas autour de moi des personnes qui me disaient, écoute, non, ça peut quand même valoir le coup à cet endroit parce que ça permet ceci ou cela, de se dire, au contraire, si là t'en as marre, prends le temps, mets ça de côté et concentre-toi sur les choses qui à un moment donné nourrissent ton désir, vas-y. Après, le dernier truc, c'est que, et ça c'est peut-être encore une autre différence de la recherche-création depuis le prisme universitaire ou depuis le prisme peut-être plus strictement artistique ou de l'école d'art, c'est que j'ai pas arrêté de faire 500 000 autres choses de toute façon en dehors de mon doctorat. En fait, j'ai eu pas mal de projets curatoriaux qui n'avaient rien à voir avec ces différents projets ni la thèse. J'ai eu des moments d'invitation en tant qu'artiste où il fallait que je fabrique d'autres objets. Donc tout ça, c'était aussi des appels d'air. J'ai aussi pas mal bossé en architecture. J'ai enseigné en architecture en parallèle de la thèse, qui sont aussi des manières de prendre un peu de recul et de revenir avec des énergies différentes. Et en même temps, ça c'était un peu tout dans la blague, mais j'avais quand même l'intuition, et c'est une des premières discussions qu'on a eues avec mes directrices, que mon doctorat ne se ferait pas en 3 ans, Covid ou pas Covid, parce que c'est très court, vu la charge à nouveau de travail invisible, et notamment tout ce qui est à nouveau ces questions de logistique,
pour un doctorat en 3 ans, quoi. Mais cette manière-là de se dire il faudra 4 ans, c'était aussi en anticipant à l'intérieur de ça, il faudra aussi des moments où tu sors et tu fais autre chose pour pouvoir te renouveler. Et en même temps, là, c'est bon. Enfin, j'ai vraiment pas envie de se faire 5 ans. Voilà. On verra, hein. Et si vraiment mes directrices me disent « Oulala, ça va pas du tout », bon, il faudra bien. Mais voilà, il y a aussi une envie claire maintenant de passer à autre chose. Voilà. Alors, comme ton corpus a notamment à voir avec l'afrofuturisme et que l'afrofuturisme parle entre autres de science-fiction, j'avais envie de te poser une question utopique. Et puis peut-être aussi, d'ailleurs, de façon très concrète, d'après l'expérience peut-être d'autres personnes que tu connais qui ont fait des doctorats en art ailleurs. Ce serait quoi le doctorat en art utopique ? Ouh. Ça va sonner Fayotte. Mais en comparaison d'un certain nombre de personnes ayant fait des doctorats en art ou en recherche-création ou en recherche par le projet ou PhD in practice, le format dans lequel je suis aujourd'hui est quand même pas mal. Pas idéal en soi, mais à nouveau, il me permet d'aller et de m'inscrire à l'intérieur de l'université, mais aussi d'avoir cette haute soupape de penser qu'est l'école d'art. Et je pense que avoir les deux de manière véritablement concomitante, c'est quand même une sacrée chose. À l'intérieur de ça, je pense que quelque chose qui est vraiment à mettre en place, c'est l'accompagnement administratif et logistique. Et je pense que ça, pour le coup, quelle que soit l'échelle, en fait, il faut arrêter de penser que la pensée, c'est gratuit et que faire de l'art, on va juste se nourrir d'amour et d'eau fraîche et les artistes, c'est gratuit, quoi. Non, c'est pas vrai. En fait, on est des travailleuses comme tout le monde. On a des besoins, je sais pas, de vie et de survie comme tout le monde. Et on a besoin aussi de structuration, de confiance, de reconnaissance, de soutien, comme n'importe quel métier, n'importe quel praticienne dans son domaine. Donc ça, pour moi, il y a vraiment un besoin de refonte, mais qui, pour le coup, n'est pas que du point de vue du doctorat, mais qui est vraiment général, en fait, aux espaces d'art. Ça commence, évidemment, ça fait des années que des personnes se battent, mais on manque encore de quelque chose qui est peut-être déjà un peu plus structuré d'un point de vue des arts vivants, de ce qu'on appelle vraiment le spectacle vivant, ou de l'industrie du cinéma, à nouveau avec leurs biais. Mais vraiment, il nous manque quelque chose là-dessus. Mais aussi du point de vue de l'université française, qui est vachement mise en danger, qui a de moins en moins de moyens, Donc, en fait, c'est con, mais on est dans ce monde capitaliste, et pour pouvoir vraiment le défaire, il faut vraiment y aller aussi avec une vraie clairvoyance. C'est-à-dire à quel point ce capitalisme-là vient infuser la moindre strate de pensée, de fabrique, de souffle, de pause, de concept de vacances ou de week-end qu'on puisse avoir, quoi. Enfin, il est là, le capitalisme. Et ces choses, vraiment, ces économies et ces écologies, si on les pense pas au niveau de la recherche, on est en train de tuer la recherche et on est en train de tuer la création. Donc ouais, mais je pense que ça, ce serait le truc utopique. Et je rajouterais vraiment la dimension collective. Moi, mon rêve ultime, ce serait qu'on puisse faire des PhD ou des doctorats collectifs. Ouais, vraiment, le doctorat à plusieurs, pour moi, c'est ça le dream. Vraiment. Vraiment. Voilà. Merci, Morena. Merci, Christophe.